Cette semaine à Hockey le Magazine, dernière capsule sur les gardiens de but avec les gens du trio hockey. On va voir Stéphane Fournier de chez Accès Physio et on vous propose un dernier entretien cette saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par le trio hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout. On a le plaisir cette semaine de se retrouver encore une fois avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont qui est avec nous. Sylvain, cette semaine, on va toucher un sujet évidemment très large, mais très intéressant pour les équipes de hockey. Comment être un bon leader? Et ça, évidemment, plusieurs choses qui englobent ce côté-là. Les équipes sont à la fin de leur saison. On approche des moments importants. On s'en va en séries éliminatoires, dans des tournois de fin de saison. Quelle est ta définition d'abord d'un bon leader dans des moments importants comme ceux-là qu'on arrive justement avec des tournois de fin de saison? Il faut définir le terme leader. Lead, ça veut dire guider. C'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui, par son exemple, va prendre soin de ses coéquipiers. C'est ça un leader. On guide les gens. Et souvent, malheureusement, on entend un leadership qui est négatif, un leader négatif. Est-ce que ça existe? Moi, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que si je suis négatif et que mon intention est pas bonne, je suis pas en train de guider les gens, je suis en train de les manipuler. Et ça, c'est pas du leadership. Leadership, c'est que je prends soin de toi pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose d'encore plus grand ensemble. Mais quand c'est quelque chose de négatif, c'est que je veux prendre contrôle de toi par la manipulation pour atteindre mes fins à moi. Et ça, pour moi, c'est pas du leadership, c'est vraiment malsain et ça devrait pas être utilisé. Leadership est le mot négatif. C'est ma compréhension à moi et c'est comme ça que je l'explique. Sylvain, il y a un côté avec le hockey mineur, les fameuses lettres sur les chandails, le C, le A. On sait que lorsqu'on est plus jeune, je l'ai été moi aussi, tu as toujours hâte de savoir qui va être le capitaine puis les assistants dans l'équipe. Est-ce que tu dédramatises un peu ce côté-là dans une équipe de hockey, surtout à ce jeune âge-là? Est-ce que tout le monde ne devrait pas avoir une forme un peu de leader, même si c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ce rôle-là? Je pense qu'on n'a pas besoin d'une lettre sur notre chandail pour être un leader. C'est par l'exemple qu'on fait. Et c'est surtout de se poser la question, est-ce que je suis le meilleur coéquipier pour mes coéquipiers? C'est la plus grande question. Chaque fois que j'entre dans le vestiaire, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin d'être le meilleur joueur de l'équipe ou est-ce que je peux être le meilleur joueur pour l'équipe? Et si je peux être le meilleur joueur pour l'équipe, il y a des choses simples que je dois faire. C'est justement de faire sentir mes collègues, mes coéquipiers, que je crois en eux et je les encourage et que je suis là pour eux et que c'est pas tourné vers moi, mais vers eux. Quand un leader fait ça, ben c'est ce genre de leader-là qu'on veut qui porte la lettre. C'est très valorisant et c'est important pour eux. Peut-être que nous, on n'en attache pas autant d'importance, mais je peux vous dire que c'est important. Ben oui, puis vous en parlerez à Nick Suzuki, il va vous le dire que c'est important. C'est vraiment, c'est une marque de reconnaissance. Sylvain, j'ai envie de te faire une petite mise en contexte en terminant. Comme je te disais, on est en fin de saison présentement, les équipes approchent de leur série. Il y a un jeune qui nous écoute présentement et qui aimerait ça prendre la parole dans le vestiaire. Ne l'a presque jamais fait dans sa vie. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien capter l'attention, pour être un bon leader dans son équipe, mais réussir à faire véhiculer le message qu'il a envie de véhiculer à ses coéquipiers? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la parole, de faire les choses correctement. On n'a pas besoin de parler souvent et fort, mais on a besoin de dire des choses qui sont importantes et que les autres ont besoin d'entendre. Lorsqu'on parle, c'est pas pour nous, c'est pour les gens. Donc, si notre message est important pour les autres, on doit le faire. Si ça rehausse comment les gens vont se sentir au niveau de leur estime d'eux-mêmes. Donc, au contraire, pour ceux qui sont un peu plus introvertis, qui vont parler moins souvent, ils sont souvent plus écoutés que ceux qui parlent constamment. Donc, j'encourage fortement ces jeunes-là qui, souvent par gêne, vont pas prendre la parole souvent. C'est une bonne façon de faire parce que ça va vous servir pour le reste de votre vie. Le hockey, c'est une micro-société qui prépare nos jeunes de demain à être des adultes responsables demain. Donc, ça commence le plus jeune possible. Sylvain, on va souhaiter une bonne fin de saison à tous les jeunes qui nous regardent depuis quelques semaines et on va également te remercier d'avoir été avec nous encore une fois cette année. C'est un plaisir de t'avoir sur notre émission à Hockey le Magazine. Tu nous permets de bénéficier d'une expérience incroyable puis on est chanceux de pouvoir t'avoir avec nous. Je suis bien chanceux d'être avec toi, Jasmin. Merci Sylvain, puis on espère se revoir l'an prochain. Merci Hockey Magazine de me faire confiance. Merci Sylvain. Merci.
De retour chez Collègue Édition avec Pierre pour notre question de la semaine, notre avant-dernière question de la saison. Et cette semaine, on profite du week-end des étoiles qui est présenté du côté de Sunrise en Floride pour parler match des étoiles avec toi, Pierre. Est-ce que les cartes de match des étoiles, c'est quelque chose de rare ou au contraire, c'est quelque chose que les collectionneurs ont mis de côté dans leur collection? C'est pas plus populaire que d'autres choses, mais c'est quand même un apport qui est cool, je trouve, de souligner les joueurs qui vont participer à ce match-là. Puis d'avoir des cartes avec les joueurs dans leur uniforme du match des étoiles, ben c'est le fun. Est-ce qu'annuellement, il y a toujours une série qui est produite avec les gars du match des étoiles? Comment ça se passe? Pas particulièrement. Il y en a sporadiquement, mais c'est surtout McDonald's qui en a fait au milieu des années 90 quand même plus souvent. Et ça nous amène justement à notre question de la semaine pour parler de ces fameuses cartes. Et on se demande en quelle année les premières cartes du match des étoiles ont été produites par McDonald's. Est-ce A, 1985, B, 1992 ou C, 1994? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause en quelle année McDonald's a produit ses premières cartes du match des étoiles et la réponse est B, 1992. Ça, 1992, si vous avez bien suivi nos chroniques depuis 2 ans, pas une bonne époque ça pour les cartes de hockey. Pierre. Il y en avait beaucoup qui ont été produites à cette époque-là, je suppose. Oui. C'était un afflux de cartes de hockey et celle du match des étoiles s'était ajoutée à ce lot-là, je suppose. Oui, absolument. Ben, beaucoup de compagnies de nourriture, que ce soit McDonald's, que ce soit Kraft. Tout le monde est embarqué dans la folie des cartes. Mais McDonald's, évidemment, eux autres ont été vers le match des étoiles, puis il y avait les fameuses cartes holographiques qu'on pouvait coller. Ce dont tu voulais nous parler, justement, des cartes hologrammes. Explique-nous ça. J'adore ça. C'est des cartes holographiques. Dans le fond, c'était à la mode des années 90, les hologrammes. Ils en font plus vraiment. C'est malheureux, mais moi, j'aime ça. Puis McDo en faisait, puis on pouvait les coller sur nos sacs d'école, nos cahiers. Écoute, même d'entendre ça en 2022, je me dis c'est quand même intéressant. Alors, à l'époque, en 92, ça devait être une grande révolution d'avoir ce genre de cartes-là. Dans tes meilleurs souvenirs, je suis certain des collectionneurs de cartes. Merci beaucoup, Pierre. Merci. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour chez Accès Physio cette semaine avec Stéphane Fournier, bien sûr. Il y a quelques semaines, on avait parlé des blessures à l'épaule, Stéphane, et cette semaine, on retrouve toujours Oscar qui est avec nous pour démystifier une blessure un peu plus complexe, un peu moins commune, peut-être l'aine, les hanches en général, la fameuse blessure à la laine qu'on entend parfois. Je ne sais pas de où ça vient, ce terme-là. Mais en fait, c'est Henri Richard qui avait popularisé, il était arrivé devant les médias à un moment donné pour dire qu'il avait une blessure à la laine. En fait, la région inguinale, c'est le vrai terme médical, mais la région de l'aine, c'est cette région en avant du bassin, juste ici, Jasmin, et c'est excessivement fréquent chez les joueurs de hockey. Et justement, démystifions un peu au niveau anatomique cette fameuse blessure à l'aine, à les hanches également. Bien, en fait, l'aine, cette région-là, qui est antérieure de la hanche, est très influencée par plein de facteurs. Le bassin est tout près. La région du dos peut envoyer des douleurs dans cette région-là de l'aine. La fesse aussi peut référer des douleurs vers l'avant. Mais sinon, des blessures comme par exemple l'hernie du sportif. Très, très, très fréquent, Jasmin, l'hernie inguinale. Ouais. C'est un peu complexe, mais peut-être intéressant pour les gens de comprendre que c'est une genre de fissuration dans les tissus, dans le mur antérieur musculaire. Et là, les viscères qui sont derrière font protrusion vers l'avant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était étranglé à l'intérieur, en avant. Très, très douloureux. Et là, c'est au médecin à faire le diagnostic de ça. Mais on peut avoir aussi des irradiations qui viennent des organes génitaux, qui viennent des viscères vers l'avant. Fait que le médecin a son rôle vraiment important pour faire un diagnostic différentiel de la partie plus médicale du problème à la hanche. Dès que ça devient biomécanique, c'est là qu'Accès Physio et les physiothérapeutes rentrent en ligne de compte. Dès que ça devient musculaire, articulaire, ligamentaire, alors là, le physiothérapeute rentre en action. Qu'est-ce qui cause ces blessures-là, justement? Pourquoi on en voit autant dans le hockey, dans un muscle qui est peut-être, on va se le dire, un peu moins connu, par exemple, qu'une épaule ou un genou? Bien, en fait, au hockey, on comprend toutes les accélérations qu'on doit faire lors du mouvement de patinage. Ouais. Les changements de direction, les mises en échec, la hanche est excessivement sollicitée au hockey, Jasmin. Bon, concrètement, comment tu traites ça maintenant, une blessure à l'hanche, lorsque tu as un client, un joueur de hockey qui est blessé dans cette région-là? Bien, c'est encore une fois vraiment au physiothérapeute de recevoir le joueur de hockey qui souffre d'une douleur à l'aine. On va regarder ça, nous, au niveau mécanique, articulaire, musculaire, trouver les causes. Une fois qu'on a bien performé notre évaluation, on va établir un plan de traitement avec le joueur.
et traiter ce qu'on a trouvé lors de l'évaluation. Vont être intégrés aussi à tout ça, Jasmin, les exercices. Ouais. Super important, les exercices thérapeutiques spécifiques au sport, spécifiques au hockey, pour bien stabiliser, par exemple, la chaîne abdominale, le fameux core qu'on entend si souvent parler. Alors, l'aspect musculaire, l'aspect articulaire, mobilité. En thérapie manuelle, on va travailler, Jasmin, cette mobilité articulaire qui est si importante pour cette souplesse aussi. Les exercices de renforcement, de proprioception, c'est très technique, mais c'est le travail du physiothérapeute d'adresser tous ces problèmes-là pour un retour au jeu progressif. Stéphane, corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'est vrai que ce sont des blessures qu'on peut parfois traîner en longueur et que si c'est mal traité, ça peut perdurer? Là, tu vas me dire que c'est la même chose pour plusieurs blessures, mais il me semble que Len, on entend souvent parler que les joueurs traînent ça pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. C'est pas tous les thérapeutes, c'est pas tous les intervenants, Jasmin, qui sont à l'aise avec les problèmes de hanche. Il faut vraiment rencontrer un expert, un physiothérapeute qui est à l'aise avec les problèmes de la région de la hanche en général. Et effectivement, cette bonne évaluation-là est la clé. Mais ça perdure et si on s'en occupe pas rapidement, c'est souvent ça qui arrive, Jasmin. Les gens tardent à consulter. J'ai déjà entendu nous dire ça, là. Les gens tardent à consulter. Puis ce qui arrive, en fait, quand tu attends, c'est qu'il y a aggravation, il y a déconditionnement de la région. On compense plus tard avec des problèmes qui vont se développer 15, 20, 25 ans plus tard. Il faut consulter rapidement. Stéphane, ça a été un plaisir de t'avoir encore une fois cette saison avec nous à Hockey le Magazine. Merci d'avoir partagé ton vécu, ton expérience. Merci à Oscar également. Merci au modèle Zachary qui était avec nous tout au long des tournages. Puis on espère se retrouver l'an prochain. C'est un plaisir, Jasmin, toujours. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. De retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey, pour une autre capsule axée sur les gardiens de but. On finit en force cette semaine. Éric, on va parler des bâtons et des plastrons. Oui, tout à fait, Pierre. Je pense qu'on peut commencer avec quelque chose de quand même assez unique. On voit souvent ça dans le domaine de l'automobile, des prototypes. Dans le domaine du hockey, je pense que c'est une première. Bauer a sorti un bâton de gardien qui s'appelle le Proto V. Proto qui, selon moi, veut dire prototype, ils ne l'ont pas dit. Là. Donc, c'est un bâton quand même très, très rare pour les gardiens, qui est juste disponible dans certains de nos magasins. Puis, tu sais, quand on dit prototype, Proto V, ça veut sûrement dire que Bauer travaille sur quelque chose pour l'année prochaine qui devrait, selon moi, être inspiré de ça. Je ne peux pas révéler des secrets, là, c'est sûr, là. Mais selon moi, en 2023, on va voir une évolution de ce bâton-là qui va être quand même très intéressante à voir. Extraordinaire. Mais avant de parler du prochain sujet qui est les plastrons, Pierre, moi, je sais que tu as une relation quand même longue avec l'idole de tous, ou de plusieurs du moins, Carey Price. Quel genre de gardien... Bien, on sait quel genre de gardien c'était sur la patinoire, mais à l'extérieur de la patinoire, quel genre de personne il était? Est-ce que c'était un gars qui était superstitieux avec son équipement, ou quand on pense à quelques saisons, des jambières blanches, des jambières rouges, on avait le temps des débats. Parlons un petit peu de lui, c'est sûr que ça intéresse pas mal la majorité des gens. C'est un gars à l'extérieur, c'est un gars d'un calme désarmant, premièrement. Puis c'est un gars qui était très professionnel avec son équipement. Je me rappelle qu'en arrivant tôt le matin, avant de faire ses étirements et ses trucs, il regardait son équipement, il analysait, des fois il travaillait quelques morceaux. Parfois même, il vidait tout son équipement sur son banc avec du fil, des aiguilles, et ainsi de suite. Puis il faisait des petites réparations, des petites retouches ici et là. Fait que c'était un gars très, très, très professionnel. Ah ouais? Oui, oui. On s'attendrait pas à ça. Si tu n'avais pas avec nous, c'est le genre d'histoire qu'on ne saurait pas. Puis tout le monde, tous les gens aiment Carey Price. Donc merci Pierre de partager ça avec nous. Puis en deuxième partie, les plastrons. Ici, on a le plastron Bauer Supreme Mac, qui est vraiment la nouvelle armure, je peux dire, de Bauer. Celle-ci est une couleur faite sur mesure qui est disponible dans certains de nos magasins, donc le rouge et noir. La couleur standard qui est disponible dans plusieurs magasins, c'est noir. Mais encore là, c'est une évolution de la série Suprême, des nouveaux matériaux, des petits changements ici et là. Quand même assez léger pour un plastron. Puis évidemment, là, les bras sont rentrés à l'intérieur, mais ça offre une protection très, très, très adéquate pour les gardiens.
Quand tu parles de plastron, ça me rappelle la première fois que j'ai vu l'équipement de Martin Brodeur. Écoute, c'était tellement vieux, tellement magané. C'était au championnat du monde en 2005, je crois. Puis je ne peux pas croire qu'il rendait des buts avec ça. Mais Martin aimait tellement être à l'aise à sortir de ses filets. Ça valait des bons bleus ici et là, mais il était à l'aise, c'est ce qu'il voulait de plus au monde. Quand tu es à l'aise dans quelque chose, tu ne veux pas le changer, ça. mais il y a quand même des limites par contre. Non, c'est ça, exactement. Moi, je suis curieux de savoir, tu as quand même eu une longue carrière chez les pros, chez les Canadiens, entre autres. Puis on dit souvent à la blague, ou peut-être en étant sérieux aussi, que les gardiens, c'est des personnes un petit peu différentes des autres. Donc, j'imagine que tu as dû fréquenter, travailler avec des personnalités colorées au fil de la carrière. As-tu une couple d'histoires juteuses, tu sais, juste en partageant de moi et toi, évidemment? Oui, juste en nous deux, bien sûr. Sur des gardiens qui tu as travaillé? Écoute, les deux opposés là, qui me viennent en tête, c'est Jeff Hackett, qui lui était d'humeur souvent exécrable. Bon gars, là, très bon gars, mais le jour de garder des matchs, là, c'est parle-y pas. Puis lui, son équipement, il ne fallait pas être touché, il ne fallait pas le regarder, il ne fallait pas l'accrocher. Lorsqu'il mettait ses pads par terre sur un joueur, il passait puis accrochait ses pads, il venait à mousse après. Et à l'opposé, José Théodore, c'est le plus normal des gardiens de but que j'ai eu. José, c'est un gars, écoute, il n'y avait pas de nerfs, ce gars-là. Il était le fun à côtoyer. C'est comme s'il ne prenait rien au sérieux, tout en prenant tout au sérieux. Et puis, moi, je me rappelle une petite anecdote. Une fois, il arrive, puis il restait quelques minutes avant d'embarquer sur la glace, puis Théo m'appelle. Fait que là, je vais le voir, puis il me dit, Jerv, le vin qu'on a bu, là, il y a 2 semaines, à tel restaurant, c'était quoi? Genre, quand il n'y a pas mes oreilles. Avant d'embarquer sur la glace pour le match, là, les autres gars-là sont blancs, ils n'arrêtent pas, puis lui, c'était sa façon de chercher le stress pour le moment, puis de bien performer d'ailleurs. Ça, ici, c'est le prochain, c'est le CCM Axis 2, qui est encore le nouveau, qui encore, il y a du D3O dans le plastron pour absorber certains chocs. Encore une fois, celui-là, couleur sur mesure, disponible dans certains de nos magasins. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que pour les gardiens, on s'entend qu'on est habitué de voir de la personnalisation chez les jambières, les gants puis les mitaines. Mais quand tu y penses, le plastron est vraiment en évidence aussi. Tu le portes dans la chambre, tout le monde le voit. Donc, les gardiens aiment ça agencer. La plupart des pièces d'équipement, que ce soit le bâton avec tout le reste d'équipement. Donc, maintenant, avec le plastron, c'est possible aussi. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Éric. C'est judicieux conseil. On se revoit la semaine prochaine. On va commencer à préparer la saison estivale. Merci à tous. Cette semaine, pour notre segment Parcours vers le hockey mineur, on a le plaisir et le privilège de recevoir Samuel Montembeault, gardien des Canadiens de Montréal. Merci d'être là, Sam. Merci de me recevoir. Sam, tu viens de Bécancour. Parle-moi un peu de tes premiers souvenirs au hockey. Comment ça s'est passé? À quel âge tu as commencé? J'ai commencé à l'âge de 5 ans environ. Évidemment, depuis que j'étais tout petit, on jouait tout le temps dans la rue avec mes amis, mais mes parents m'ont inscrit à 5 ans. Puis j'ai commencé avec les Riverains à Bécancour, puis j'ai grandi là-bas. Est-ce que tu as toujours été un gardien de but? Sinon, à quel moment c'est arrivé dans ton parcours? Ouais, ben, moi, je suis un late, dans le fond. Je suis. Né après le 15 septembre, la fameuse expression. Ouais, je sais plus si c'était le 15 de 30, les deux avec l'école, c'est différent. Mais c'est ça, je suis né là. Puis donc, quand j'étais novice, ils ont changé les années. Fait que j'ai tombé que je devais faire une 2e année mag. Mais il manquait un gardien au niveau novice. Donc là, il m'a demandé si je voulais monter tout de suite. Là, j'ai accepté. Fait que je suis monté une année novice de plus. Puis j'ai été gardien à ce moment-là. Fait que j'ai fait 3 ans novice. Puis évidemment, quand on est novice, le match que tu joues pas, tu joues à la défense. Ouais. Fait que là, j'attendais tout le temps. Puis ensuite, rendu à la tombe, j'ai tout le temps été gardien. Fait que ton parcours a été tout au long de ta carrière de hockey mineur comme gardien de but. Ouais, tout le temps. Sam, il n'y en a pas beaucoup depuis 15-20 ans des gardiens de but au Québec qui se sont rendus jusqu'à la Ligue nationale. Tu es un des seuls à l'avoir fait. Qu'est-ce qui t'attirait, toi, dans cette position-là quand tu étais plus jeune un peu? Est-ce que c'était juste un concours de circonstances, comme tu dis, avec le novice ou il y avait quelque chose en particulier? Ouais, un peu. Puis, je sais pas, j'ai tout le temps été attiré par cette position-là. J'aimais vraiment ça. Même quand on était mag au début, à chaque match, c'était un après l'autre qu'on y allait. Puis à chaque fois, quelqu'un qui voulait vraiment pas jouer, moi, je me proposais tout le temps tout de suite. Puis là, ensuite aussi, il y a eu le 3 d'été, qui, je pense, c'est au niveau mag, j'ai été recruté à 5-6 ans. Puis là, c'était comme gardien de but aussi, fait que j'ai tout le temps été gardien. Si tu repenses à tes années dans le Atom, le Bantam, le Midget, peu importe, est-ce qu'il y a une année en particulier qui te revient en tête où tu as eu particulièrement de plaisir? Peut-être que vous avez gagné des tournois ou peu importe. C'était quoi ta plus belle année?
Je te dirais, c'est peut-être pas là-dedans, mais dans le 3 d'été, comme que je viens de parler. OK. Ça, c'est des tournois qui ont lieu au début de l'été, à la fin de la saison. J'ai commencé là à l'âge de 5 ans, puis à chaque année, on avait sensiblement le même groupe. On avait vraiment un beau groupe de groupe, les enfants, les parents, on avait vraiment beaucoup de plaisir, puis on était très compétitifs. Donc à chaque année, on était tout le temps, on se rendait dans les finales, dans les tournois, puis on avait vraiment beaucoup de plaisir là. Si on avance un peu dans le temps, tu as joué dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, qui s'appelle maintenant la Ligue M18 avec les Estacades de Trois-Rivières. Tu avais eu une bonne année en 2012-2013. Quel souvenir tu gardes de cette saison-là, qui était un peu la dernière étape là, du hockey mineur, comme on dit au Québec? C'était vraiment le fun. Même chose, on a vraiment un bon groupe de gars là-bas. On avait vraiment du fun. Les entraîneurs aussi, c'était super le fun à Trois-Rivières. On n'a pas réussi à gagner, malheureusement, la Coupe Jimmy Ferrari, mais au moins, on a eu la Coupe de consolation, on s'est rendu à la Coupe Dodge, puis on l'a gagné celle-là. Mais c'était vraiment une belle année, on a eu beaucoup de plaisir. Puis même à la fin, une fois que la saison est terminée, à cause de l'école, on a encore du temps de glace, on reste là-bas, puis là, on échangeait, on envoyait des joueurs jouer dans les buts, puis moi, j'allais jouer à l'attaque, fait que c'était vraiment le fun. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué spécialement à travers tout ton parcours? Mais c'est encore pour revenir un peu, je veux dire, le 3 d'été qu'on faisait avec les Patriotes, Joël Bouchard, pas le Joël Bouchard qu'on connaît à la télé, mais un autre, ouais. Puis Dave Carrier, c'était 2 entraîneurs, c'est les premiers vraiment qui m'ont donné une chance dans le hockey mineur, puis ils ont cru en moi tout le long. Comme j'ai dit, on avait simplement le même groupe de joueurs, fait que de 5 ans jusqu'à 15 ans, c'est avec eux que je travaillais tout le temps durant l'été, puis vraiment, c'est les premiers qui m'ont donné une chance, puis qui ont cru en moi. Sam, la réalité a beaucoup changé maintenant. Tu es un joueur professionnel, il y a un paquet d'obligations. Quand tu repenses à tes années de hockey mineur, qu'est-ce qui te manque le plus de cette époque-là? Est-ce que c'était la simplicité des choses, les petits tournois, les soupers entre coéquipiers au restaurant? Qu'est-ce qui te revient le plus en tête? Ben c'est ça, vraiment, quand on était jeune, le hockey, c'était strictement pour le plaisir. On allait dans les tournois aussi, ça manquait. Quand tu allais dans les tournois, tu allais à l'extérieur, coucher à l'hôtel, tous les gars ensemble, les jeunes, on avait tout le temps du fun, puis manger dans un restaurant, on jouait au mini-hockey dans une salle de conférence, des choses comme ça, puis ça bagnait un peu dans les murs, dans les corridors. Mais c'était vraiment beaucoup de plaisir, puis je suis vraiment content d'être là, mais aussi c'est tout aussi le fun de jouer à Montréal ici. En terminant, quand tu retournes à Bécancour, dans ta région, puis tu parles avec des jeunes joueurs, qu'est-ce que tu leur dis? Quels sont les messages qu'eux te demandent et que toi, tu leur réponds aussi par rapport à tout le parcours que tu as eu? Bien, c'est sûr, c'est le fun de retourner, c'est inspirant. Puis quand je vais à Sainte-Gertrude, à la patinoire, il y a une photo de moi, puis c'est fun. Quand je suis capable d'être l'été, c'est fun ici à Montréal de pouvoir, pas l'été, pardon, l'hiver, de pouvoir descendre un day off ou quelque chose. Je peux aller à la patinoire avec les jeunes, jouer un peu avec eux. Mais c'est toujours le fun aussi. L'école secondaire, jusqu'à j'étais allé, l'école secondaire à la découverte, je suis allé en secondaire 1-2. Il n'y avait pas ça au moment que j'étais là, mais maintenant, ils ont un super beau programme de hockey. Je suis allé donner un chandail là-bas cet été, donc c'est vraiment le fun de retourner et de donner à la communauté. Sam, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Bonne saison avec le Canadien, puis on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on va chez Perfo Elite avec Philippe Roy et on va du côté de Mirabel chez Deck Hockey HBLL. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout.